Merci d'être resté avec nous. Vous avez sans doute déjà eu une conjonctivite où le nez tellement bouché que vous vous réveillez en pleine nuit, la bouche extrêmement sèche, la peau craquelée à cause du froid l'hiver. Eh bien, associez tous ces symptômes et vous aurez un petit aperçu de ce que vivent en permanence les personnes touchées par les syndromes secs, dont les répercussions peuvent aussi toucher les poumons ou le vagin. Ces déséquilibres des muqueuses sont parfois liés à un dérèglement du système immunitaire. Il s'agit alors de la maladie de Gougerot-Sjogren. Mais d'abord, pour mieux comprendre, on va s'intéresser aux yeux parce que ce sont souvent les premiers touchés dans cette maladie. Vous le savez, les larmes sont produites par des glandes. La principale, vous allez le voir tout de suite, c'est la glande lacrymale qui est située au niveau de l'angle externe de l'orbite, en arrière du bord supérieur. C'est elle qui va déclencher la sécrétion réflexe des larmes en cas d'émotion, d'irritation ou d'agression, par exemple par une lumière trop forte. Alors ces glandes produisent, quand tout va bien, 0,1 millilitre de litre de larmes par heure, ça fait un peu moins d'un litre par an. D'autres glandes accessoires que je vais vous montrer, qui sont cachées dans la conjonctive, sécrètent en permanence un film de larmes. Regardez, ce sont ces glandes que vous voyez ici en gros plan. Là, vous voyez la paupière supérieure, une coupe de l'œil, c'est ces glandes qui vont sécréter. Et donc, ce film lacrymal va s'étaler à la surface de la cornée, vous allez le voir, grâce au clignement des paupières. Alors, ce film a un rôle essentiel pour la cornée. Il va la protéger, il va la nourrir également, puisqu'aucun vaisseau n'irrigue cette cornée. Le film lacrymal, vous allez le voir, c'est plus compliqué qu'il y paraît, puisque c'est constitué de 3 couches. Effectivement, la couche superficielle d'abord est composée de corps gras pour diminuer l'évaporation des larmes. Ce sont les glandes de Mébius dans les paupières qui la produisent. La deuxième couche est constituée d'eau, elle contient l'oxygène et les nutriments destinés à la cornée. Et puis la troisième et dernière couche, ici, a une consistance plus visqueuse, c'est le mucus. Les paupières permettent de bien répartir le film lacrymal sur l'ensemble de l'œil et l'étend donc comme une fine barrière protectrice devant la cornée, lui évitant infection, opacification et dessèchement. Et bien dans ce syndrome sec, la qualité et la quantité des larmes peut être atteinte par différents dérèglements de ces processus de protection des yeux. Et ça provoque une sensation de sable, une gêne importante à la lumière et à l'ouverture des yeux le matin, des démangeaisons, des brûlures, des rougeurs oculaires, ce que vous voyez là, et une baisse de l'acuité visuelle. Ces déséquilibres peuvent aussi atteindre toutes les muqueuses de l'organisme, la bouche, la peau, également le vagin. Des symptômes qui sont bien sûr très gênants, mais tellement divers que le syndrome sec n'est pas toujours bien diagnostiqué. Ce qui ne simplifie pas non plus la prise en charge. Heureusement, la recherche se penche sur le domaine, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Oui, alors pour répondre à vos questions, le professeur Xavier Mariette, qui dirige le service de rhumatologie de l'hôpital Bicêtre et qui est responsable d'un groupe de recherche sur l'auto-immunité à l'INSERM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et on accueille Catherine Faou. Bonjour. Bonjour. Vous présidez l'Association française du Gougerot-Sjogren et des syndromes secs. Et vous êtes l'exemple que la maladie est parfois longue à diagnostiquer. Chez vous, ça a commencé essentiellement par des problèmes de kératite et puis de la fatigue. Voilà, mais il y a très très longtemps, quand j'étais encore vraiment jeune, j'avais tout le temps mal aux yeux, tout le temps des kératites, je mettais tout le temps des gouttes dans mes yeux, mais on ne se rend pas compte à ce moment-là qu'on fait ça. Hein. Et ça a bien duré une dizaine d'années. J'avais des troubles digestifs, étiqueté, stress. Enfin, et la fatigue aussi, vous pensiez que c'était normal? Alors, la fatigue, c'était normal pour moi, puisque j'avais une famille, des enfants, un mari, des amis, un travail dans lequel j'étais beaucoup investie. Vous étiez médecin? J'étais médecin. Je travaillais en plus dans divers établissements, donc j'étais fatiguée, mais j'ai pas vraiment fait attention. Ce qui a fallu, c'est une arthrite voilà, qui a déclenché un peu c'est une complication, c'est-à-dire une arthrite. J'ai eu une arthrite il y a 12 ans. Et j'ai commencé à avoir des arthrites il y a 12 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance, je dirais, de rencontrer un rhumato qui a pensé au Gougerot-Sjogren. Et après, ça a été très vite. Mais il y a eu au moins une dizaine d'années avant qu'on arrive au diagnostic. Et c'est en fait à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que les gastrites que vous aviez, que les problèmes de gencives, que tout ce que vous aviez, en fait, depuis un moment, était lié à ce syndrome. Des problèmes de dents, on en a en fait très tôt, puisqu'on n'a plus de salive. Donc très très tôt, on a les dents qui s'abîment. On boit beaucoup, mais on ne se rend pas compte, en fait, dans une journée de la quantité qu'on peut boire, puisqu'on boit du thé, on boit de l'eau, on boit beaucoup de choses. Donc c'est un diagnostic, je pense, est vraiment très très difficile à faire, parce que ça ne ressemble à rien. Alors c'est difficile à faire et c'est pas apparemment très bien pris au sérieux. Alors c'est intéressant parce que vous êtes à la fois patiente et en même temps vous avez la formation médicale. J'ai le syndrome de Gougerot-Sjogren. Pourquoi ne sommes-nous pas pris au sérieux par les médecins? C'est très difficile de vivre avec tous ces problèmes. On va en parler avec vous, docteur, mais est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que même quand vous exerciez avant?
Moi, j'étais pédopsychiatre en plus, donc la fatigue, tout ça, c'était bien un peu mon truc. Mais c'est ce que disent actuellement tous les adhérents. Ils disent pendant des années, on nous a dit c'est dans la tête. Et effectivement, moi je crois que la grosse erreur de diagnostic, c'est d'envoyer ces gens-là en leur disant ça va pas, il faut aller voir un psychiatre. Alors c'est vrai que le psychiatre peut aider parce que c'est une maladie qui est épouvantable à supporter. Mais c'est pas lui qui va faire le diagnostic de Gougerot-Sjögren. Alors effectivement, le fait que les patients ne soient pas pris au sérieux par les médecins, est-ce que c'est pas d'abord lié au fait que les médecins ont bien du mal avec ces affections ? C'est tout à fait vrai. L'exemple de Catherine Faou est assez caractéristique du parcours de ces patients. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas un syndrome sec, mais plusieurs causes de syndrome sec. Et c'est pour ça, finalement, que les médecins ont du mal à faire le diagnostic devant un syndrome sec. Et le Gougerot, c'est un des syndromes Absolument. secs. Le syndrome sec, c'est très fréquent. On a tous ressenti cette sensation de sécheresse dans la bouche, d'yeux qui brûlent dans des circonstances de notre vie. Mais à partir de quand ça devient voilà, c'est une ça qui est difficile. maladie. C'est ça qui est difficile. Et finalement, c'est pas seulement une question d'intensité, c'est aussi une question de est-ce qu'il est isolé, est-ce qu'il est associé à d'autres symptômes. Alors justement, on va voir que c'est compliqué puisqu'on vient de le voir avec le parcours de Catherine. Le simple fait d'avoir un véritable diagnostic peut être extrêmement difficile. Justement, dans votre service, professeur Mariette, vous proposez aux patients pour lesquels on soupçonne un syndrome sec une journée de bilan complet. Vous y avez accueilli Géraldine Zamonski et François Rochel. Regarde. Bonjour. Avant d'arriver ici pour une journée d'examen, Aline a cumulé plusieurs symptômes qui ont conduit son médecin traitant à l'orienter vers des spécialistes. C'est venu petit à petit. D'abord un œil qui me gênait un peu, après le deuxième. Et puis de plus en plus fréquemment. C'est pas une douleur intense non plus, hein. C'est une gêne, quoi. À part que des moments, c'est plus qu'une gêne. Et puis des douleurs articulaires, mais c'était pas très grave non plus en soi. Mais c'est vrai qu'après, j'en ai aussi parlé à la généraliste. J'ai fait en ce moment, j'ai l'impression que je vais avoir la grippe toutes les semaines parce que j'ai un peu mal partout, mais sans que ce soit important. Et puis c'est là qu'elle m'a envoyé après voir une rhumatologue qui, elle, a commencé à penser au syndrome sec. Tous les examens du jour doivent justement vérifier s'il s'agit bien d'un syndrome sec. La prise de sang va en particulier permettre de révéler un éventuel dérèglement du système immunitaire, autrement dit d'une maladie auto-immune comme le syndrome de Gougerot-Sjögren. Voilà, allez-y, appuyez, merci. Alors, il va falloir aussi essayer, je dis bien essayer, de mettre dans ce tube la salive que vous pouvez avoir dans la bouche. Car les yeux d'Aline ne sont pas les seuls à souffrir de sécheresse. Vous êtes à 0,2, ce qui est considéré comme sec, effectivement. En plus de ces évaluations objectives, le diagnostic va surtout reposer sur la rencontre de plusieurs spécialistes pour faire un bilan vraiment complet de tout ce qui peut être touché par un syndrome sec. C'est des parcours longs, difficiles. Souvent, quand le patient arrive ici, lui-même, il a eu du mal, dans un premier temps, à identifier ses propres symptômes, à mettre des mots dessus. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre leur histoire, de faire le point sur leurs symptômes, de voir à quel diagnostic on peut aboutir, également de rechercher s'il y a des complications, et tout ce qui peut nous orienter vers une thérapeutique. Et avant même d'avoir des résultats, Aline se sent déjà un peu mieux. Le fait d'être entendue, de savoir que c'est une maladie qui existe, je me dis, bon, c'est pas moi des fois qui psychote dans ma tête, quoi. Donc je me dis que bon, c'est peut-être pas seulement parce que je suis pas courageuse ou que je suis fragile ou que je suis douillette que j'en ai marre des fois. C'est parce qu'apparemment, c'est quand même lourd à supporter, quoi. C'est l'ORL qui va ensuite participer à l'enquête collective du jour avec un prélèvement crucial. Car si l'analyse de ces petites glandes qui produisent de la salive à la surface de la lèvre montre qu'elles sont pleines de globules blancs, c'est que la sécheresse vient d'un dérèglement immunitaire. Elles sont prélevées sous anesthésie locale et ne manqueront pas à Aline. Donc j'en ai prélevé 4. Ça ne va pas du tout gêner la patiente, ça ne va pas modifier la quantité de salive dans sa bouche. Pour les yeux, pas besoin de prélèvement. Les résultats des différents tests sont presque immédiats. Ils évaluent d'abord la qualité des larmes, c'est-à-dire leur bonne tenue sur l'œil pour le protéger. J'ai instillé un colorant dans l'espace entre les paupières. Ce colorant va tapisser la surface